Donc effectivement, je m'appelle Frédéric Gazo, je ne vais pas paraphraser toutes les diapos. Donc j'ai une formation, un doctorat dans les sciences du sport, ce qu'on appelle les STAPS. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, ça c'est important. Et donc il y a maintenant presque une vingtaine d'années, un industriel suisse, vaudois, le canton de Vaud, c'est un canton qui est à côté de Genève, est venu me proposer d'utiliser une machine qui permettait de simuler des conditions d'altitude. Alors moi, dans ma formation doctorale, je n'avais jamais entendu, bien sûr, on parlait de l'entraînement en altitude, mais à l'époque, tout ce qu'on en savait de l'entraînement en altitude, vous savez, c'est ces sportifs qui vont en France à Font-Romeu, en Suisse plutôt Saint-Moritz, ou même, on parle beaucoup aujourd'hui des athlètes africains qui vont s'entraîner sur les hauts plateaux, au Kenya, en Érythrée, etc. J'avais entendu parler de ça, bien sûr, mais avec des données pas très claires sur les effets potentiels dans l'entraînement en altitude. Donc tout ça était assez flou. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est toujours relativement flou, cette utilisation d'altitude, c'est-à-dire que les études, d'abord c'est très fourni sur le plan de la littérature scientifique, ça c'est sûr, mais il y a énormément de controverses. Certaines études vous diront que s'entraîner en altitude c'est très bénéfique pour un sportif, et puis vous allez lire une étude qui paraîtra quelques mois plus tard qui va vous dire exactement le contraire. Donc tout ça est assez déroutant, pour vous dire vrai, et j'ai essayé de m'attacher, depuis que j'ai eu la chance d'avoir ces outils de laboratoire de simulation d'altitude, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on pouvait, de façon, comment dirais-je, extrêmement contrôlée finalement, parce que, évidemment, dans les conditions d'altitude naturelle, il y a beaucoup d'incertitudes. On va monter à 2500, puis on redescend à 1500 pour dormir. Donc là, j'ai pu, en essayant de bien cadrer à la fois les temps d'exposition des personnes, mais aussi les altitudes utilisées, on a essayé de comprendre ce qu'on pouvait effectivement tirer de bénéfique de cette altitude. Et donc, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, finalement, c'est un cheminement de presque une vingtaine d'années maintenant, que j'étais, à l'époque, je finissais ma thèse. Et je veux aussi préciser que ce que je vais vous montrer maintenant, ça n'est pas ce qu'on appelle de la science avec un grand S, dans le sens où, là derrière, il n'y a pas véritablement, je dirais, d'études publiées qui ont permis, je dirais, d'avoir ce qu'on appelle des certitudes et des affirmations. Dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a beaucoup, bien sûr, un esprit de recherche derrière, c'est-à-dire, c'est une formation en tant que chercheur, donc bien sûr qu'on a protocolé au maximum les choses. Et c'est Samuel Vergès, le scientifique, qui lui est resté dans le laboratoire, moi j'en suis sorti, parce que maintenant j'exerce dans le privé, qui doit nous apporter des réponses sur ce qu'on appelle les mécanismes physiologiques. Okay, donc, voilà, je voulais quand même vous remettre un peu tout ça dans ce contexte-là, et j'ai trouvé ce titre, qui vaut ce qui vaut, je vous l'accorde, mais l'altitude salvatrice, la juste dose. Alors pourquoi la juste dose? Parce que vous allez voir que finalement, on a tous des façons de répondre à l'altitude, on a tous des façons de s'adapter à l'altitude qui sont extrêmement différentes selon que vous soyez un homme stressé au travail, au contraire, quelqu'un de plutôt relax, rentier, qui n'a de soucis que de recharger son portable. Eh bien, tout ça, vous allez voir que ça va générer des façons très différentes de s'adapter à l'altitude. Et ce qu'on peut en attendre de cette altitude, c'est extrêmement différent entre ce type, je dirais, comment dirais-je, de profil finalement à la fois physiologique et psychologique. D'abord, ce que j'aimerais juste vous rappeler, c'est que ce que l'on fait avec ces machines, c'est on raréfie l'oxygène. Ça, vous l'aviez compris. Pour raréfier l'oxygène, il n'y a pas 100 000 façons de le faire. Et globalement, il y en a 3. La première, c'est de monter en altitude. Ça, on l'avait à peu près tous compris. La deuxième façon de raréfier l'oxygène, c'est de vous mettre en apnée, ou de faire de la plongée sous-marine en apnée. Mais aussi, là-dedans, dans l'apnée, j'inclus aussi les gens qui malheureusement souffrent de ce problème d'apnée du sommeil. Donc là, dans ces deux cas, vous allez avoir une baisse de la saturation. Puis, c'est le CD. Et enfin, le troisième facteur qui va être générateur d'hypoxie sont, on y reviendra, les maladies cardio-respiratoires. Et vous allez voir que souvent, dans le terme hypoxie, il y a cette confusion
et qui est bien naturel, parce que pour l'instant, vous allez voir que l'hypoxie, d'un point de vue médical, ça reste encore un gros mot. Mais on reviendra après à ça. Et tout ceci va aboutir à une situation, encore une fois, d'hypoxie. Donc, les causes de l'hypoxie, mais on l'a vu, d'abord il y a l'hypoxie naturelle d'altitude. Donc, ce qu'on appelle une hypoxie hypobare, c'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de la pression atmosphérique, et ça va aboutir ici à cette situation. Lorsque vous êtes au niveau de la mer, eh bien, les molécules d'oxygène sont plus rapprochées, donc la pression partielle d'oxygène est plus importante. Quand vous êtes à 5000 mètres en altitude en général, les molécules d'oxygène vont s'éloigner les unes des autres et la diffusion de cet oxygène de l'alvéole dans le sang va être plus difficile, plus compliquée. Donc ça, encore une fois, c'est l'hypoxie naturelle lorsque vous allez vous balader à la montagne. L'hypoxie qui est reproduite en laboratoire, qui est qualifiée, qu'on appelle normobare, c'est celle que nous utilisons avec les fameuses machines qu'utilise Simalti. Là, il n'y a pas de modification de la pression atmosphérique. On est toujours sur une pression identique. Donc voilà les types d'appareils que vous connaissez, je pense, la plupart d'entre vous. Ces simulateurs, ces respirateurs hypoxiques. L'air normal, il est constitué globalement de 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de gaz rare. Ça, c'est vrai. Donc, que vous soyez au niveau de la mer, que vous soyez au sommet de l'Everest. Mais avec ces machines, on va créer le stimulus hypoxique en augmentant la teneur du gaz inspiré en azote. Et par exemple, à une altitude de 5500 mètres, eh bien vous voyez qu'il va manquer à peu près la moitié d'oxygène. C'est-à-dire qu'on va descendre à une part d'oxygène de 10%. Et puis, la troisième cause de l'hypoxie, et celle-là, vous allez voir qu'elle nous plaît beaucoup moins, c'est le phénomène d'hypoventilation, qui va aboutir à cette baisse de concentration d'oxygène dans l'organisme, qui peut aussi aboutir sur un moyen terme à une augmentation du dioxyde de carbone contenu dans le sang, ce qu'on appelle le phénomène de l'hypercapnie, et à terme aboutir à une acidification du sang. Donc l'hypoxie, vous l'avez compris, voilà dans le sang. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien que le sang, en l'occurrence l'hémoglobine, va fixer cet oxygène pour former le complexe HbO2, ce qu'on appelle encore l'oxyhémoglobine. L'intérêt de fixer cet oxygène dans le sang, c'est qu'il va être ensuite, par le flux sanguin et par le pompage du cœur, amené vers les organes cibles, et il va pouvoir, cet oxygène, être utilisé par les muscles, par tous les organes qui nécessitent, la quasi-totalité de nos organes ont besoin d'oxygène pour fonctionner. Cette oxyhémoglobine, ce qu'on appelle encore la saturation, tant qu'elle est supérieure à 95%, on va dire que votre sang, il est bien oxygéné. Il est bien saturé en oxygène. C'est-à-dire que là, ça veut dire que vous êtes certainement au niveau de Paris ou d'une ville pas trop, je dirais, en altitude, et donc tout va bien, et surtout vous ne souffrez d'aucune pathologie. En revanche, si cette oxyhémoglobine est inférieure à 95%, le sang est qualifié donc de désaturé en oxygène, c'est ce qu'on appelle l'hypoxémie. L'hypoxémie, c'est la définition, c'est que votre sang n'arrive pas à fixer la totalité de l'oxygène requis. Ok ? Pardon, c'est pas le bon. Donc cette hypoxémie, ce terme, comme je vous l'ai dit, ça désigne, encore une fois, donc, un manque d'oxygène dans le sang. Alors, l'hypoxémie, pour ceux qui ont déjà fait, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà fait des séances sous Simalti, vous voyez qu'on vous met au doigt un petit appareil qui ressemble un peu à ça, qu'on appelle un oxymètre ou un saturomètre, qui va permettre de mesurer, encore une fois, la teneur de votre sang en oxygène. Cette hypoxémie, eh bien, conduit à l'hypoxie des tissus.
Mais attention, si cette hypoxie devient trop longue, et si vous êtes soumis à ce stimuli hypoxie de façon sur une durée trop importante, eh bien, il y a un danger. Le danger final, c'est l'anoxie, c'est-à-dire que l'anoxie cérébrale, c'est-à-dire le manque d'oxygène au cerveau. Et ça, évidemment, c'est tout à fait délétère pour la santé. Et c'est là où, tout à l'heure, je vous expliquais en début de conversation que le terme hypoxie, aujourd'hui, auprès du corps médical, c'est un peu un gros mot, c'est un vilain mot, parce qu'encore une fois, si vous tapez sur Google hypoxie, vous n'allez pas lire que des choses très positives pour l'organisme. Vous allez surtout trouver des gens qui ont eu des œdèmes cérébraux et différents problèmes de santé. Donc, ce qui est délétère pour la santé, ce qui n'est pas bon pour la santé, c'est si vous restez de façon trop prolongée, trop longtemps, en trop haute altitude, ou dans une situation hypoxique, comme par exemple les apnées du sommeil, ou des maladies telles que l'insuffisance respiratoire, en l'occurrence ici l'anémie, donc l'altération de l'hémoglobine, certaines maladies qui abîment votre hémoglobine, des intoxications si vous respirez des monoxyde de carbone, les pneumopathies chroniques, ce qu'on appelle les BPCO, ce sont les bronchopneumopathies chroniques qui vont obstruer les voies respiratoires. Toutes ces maladies-là, et je vais les passer rapidement, des cardiopathies, de l'insuffisance cardiaque, les apnées du sommeil aussi sont inclus dans ces pathologies, mais aussi des expositions de très longue durée à très haute altitude. Tous ces mécanismes-là peuvent conduire à ces mécanismes d'hypoxie et d'anoxie. Et donc là, effectivement, c'est ce que vous trouverez en tapant hypoxie sur Google, c'est-à-dire plutôt une hypoxie qui va générer des problèmes de santé. Okay. Mais nous, bien sûr, c'est pas ce qu'on fait. Vous l'avez bien imaginé. En tous les cas, c'est ce qu'on essaie de ne pas faire. L'hypoxie intermittente aiguë, qu'on appelle encore l'HIA, elle, c'est une forme d'hypoxie qui est plutôt bénéfique pour la santé. Alors, qu'est-ce que c'est que l'HIA ? Eh bien, c'est l'alternance d'exposition, donc ça se fait plutôt évidemment en laboratoire, avec des simulateurs, un petit peu comme vous pourrez d'ailleurs le faire avec les appareils que nous utilisons, avec les Altitrainers. On va exposer une personne, un patient, un sportif, à une altitude de 5000 mètres, mais les protocoles peuvent varier, pendant 3 à 5 minutes, puis au bout de 3 à 5 minutes, on va le remettre dans une ambiance dite normoxique, c'est-à-dire on va le ramener en pleine, et on va alterner ces phases, pendant environ 1 heure à 1 heure et demie selon les protocoles. Alors, ce type d'hypoxie, et je pense que peut-être Samuel, tu nous en parleras aussi un petit peu dans ton exposition, est assez bien documenté sur le plan de la littérature scientifique. Alors, encore une fois, en excluant les pathologies lourdes qui sont décrites, je vous ai décrites avant, cette hypoxie intermittente a démontré son efficacité dans plusieurs domaines, donc notamment les effets thérapeutiques sur l'hypertension artérielle. Tu en parles de ça après un petit peu, Samuel ? Alors je ne vais pas m'étendre. L'amélioration des capacités physiques chez les personnes âgées. Et vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai un exemple, nous, de ce qu'on dirait de personnes prises en charge au niveau de notre centre de rééducation. Le traitement du syndrome de surentraînement, ça va davantage bien sûr intéresser les sportifs dans le cadre de l'amélioration des processus de récupération. Le problème que j'ai personnellement avec ce type de technique, mais peut-être que Samuel, c'est tout l'enjeu de l'étude qui se déroule actuellement, c'est de démontrer si on ne pourrait pas essayer d'individualiser encore plus les altitudes par rapport aux réponses physiologiques de chacun d'entre vous. Donc, le problème, et la question que je me suis posée il y a une quinzaine d'années, c'est est-ce que la dose d'hypoxie est vraiment adaptée ? Est-ce que de mettre tout le monde à 5000 mètres puis de les ramener en pleine, est-ce que c'est adapté à chacun d'entre nous ? Alors, vraisemblablement, ça l'est, mais est-ce qu'on ne peut pas faire encore mieux pour pouvoir prédire plus facilement les effets bénéfiques de l'hypoxie ? Puisque c'est d'ailleurs quand même pour ça que si 2 sportifs vont en altitude, ils ne vont pas avoir les mêmes ressentis et les mêmes résultats. Donc du coup, ça pose la question de est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'adapter mieux, puisque ce n'est pas adapté à tout le monde d'aller à la même altitude.
C'est la question de fond, c'est est-ce qu'il existe en définitive, vous allez voir que c'est une problématique que se posent aussi les scientifiques, c'est est-ce qu'il existe une juste dose en définitive. Alors, l'hypoxie aiguë adaptative, c'est un nom un peu ronflant, je vous ai pris de m'excuser, ce qu'on va appeler entre nous H2A, ce sera plus facile. Qu'est-ce que ça veut dire l'hypoxie adaptative? Ce qu'on appelle encore le protocole Metapclean, c'est celui qui est utilisé aujourd'hui par Joséphine et par les centres Simalti. Eh bien, c'est essayer d'adapter encore une fois la dose hypoxique en fonction des réponses individuelles. Alors, de quelle façon? Eh bien, on s'aperçoit que pour une même altitude, c'est-à-dire par exemple si on met deux personnes à 5000 mètres, le niveau d'hypoxémie, vous vous rappelez ce que c'était que l'hypoxémie? C'est le taux d'oxygène dans le sang. Hein, souvent, Joséphine vous dit, vous êtes à 73%, 70%. Okay, eh bien, on va voir que pour une même dose hypoxique, eh bien, le niveau d'hypoxémie, c'est-à-dire la réponse de l'organisme, peut être extrêmement différente. Alors, oui, nous, on parle plus de saturation. Alors, quand vous êtes au sang. Alors, on va inventer le terme d'hypoxémie et parlons de saturation. Ce sera plus simple. D'une personne à l'autre, pour vous, à 5000 mètres d'altitude, vous aurez une réponse de 65% de saturation, et monsieur, peut-être, sera à 80%. Et pour une même personne aussi, en fonction de son état physique et psychique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que, vous voyez qu'on en reparlera après sur la façon dont on organise une séance, mais que vous soyez de retour de vacances sur les cocotiers, et en plus, de surcroît, vous ayez gagné le loto, quoique ça puisse aussi créer du stress, je vous l'accorde, ou que vous soyez en plein stress aigu parce qu'au travail ça ne va pas du tout, etc., eh bien, vous n'allez pas avoir la même hypoxémie, vous n'allez pas avoir, la même saturation au niveau de votre sang. Et ça, c'est une des premières observations, évidemment, qu'on a pu faire lorsqu'on a pu maîtriser de façon précise les altitudes. Donc, ce protocole Metapclean H2A, en quoi il consiste? Alors, je vous ai pris l'exemple de Jean-Baptiste, prénom pris totalement au hasard. Vous avez sur la courbe bleue, alors c'est extrêmement schématique, hein, sur la courbe bleue, vous avez l'augmentation de l'altitude, et puis une petite diminution derrière, et vous voyez que là, Jean-Baptiste, on arrive à l'amener à 70% de saturation à une altitude de 4300, entre 4200 et 4300 mètres. En revanche, j'ai pris Philippe, ça n'a rien à voir avec les gens que tu connais, on va voir que lui, pour exactement la même altitude, eh bien, il n'a pas du tout la même réponse. Et on va plutôt le retrouver à 82%, quand bien même on augmente un peu l'altitude pour essayer de le faire baisser. C'est assez bien représentatif des deux personnes. C'est assez représentatif des deux personnes. C'est les constructeurs des machines, SMTech, qui étaient là à la précédente conférence, mais qui n'ont pas pu venir ce soir, qui s'appellent Jean-Baptiste et Philippe. Ce sont des prénoms pris totalement au hasard, comme vous l'avez compris. Alors, si on va un petit peu plus loin, ici j'ai pris Jean-Baptiste en pleine forme. Des fois Jean-Baptiste il est en forme, il est très relax, il a le sourire jusqu'aux oreilles, et vous voyez que là, eh bien, j'ai même pas besoin de le monter très haut en altitude et il va désaturer beaucoup. Bon. Observation, encore une fois. Et puis là j'ai Jean-Baptiste qui est un peu plus tendu, qui est fatigué, qui est stressé. Eh bien, Jean-Baptiste qui est plus tendu, voilà ce qui se passe, c'est qu'il n'arrive pas à descendre en saturation. Okay, vous voyez bien que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, entre deux personnes, il peut y avoir des différences de réponse de l'organisme, mais pour la même personne, à des moments M différents selon l'état d'anxiété latent, selon le niveau de fatigue, eh bien là aussi on ne va pas non plus avoir les mêmes réponses. Alors, comment ça se passe une séance Simalti? J'aurais pu mettre Simalti, mais c'est pareil, hein, vous avez compris. Globalement, voilà comment les choses se passent. Donc ça vous rappelle quelque chose? Donc ça, c'est pas à Paris, je suis navré. Non, c'est à Aix. C'est la fille Alexoise. C'est Corinne, mais comme elle n'est pas là, ça demande la main en fait. Voilà, ça c'est Corinne, je voulais lui rendre hommage, mais bon. Alors, on a ici, donc vous connaissez, hein, c'est ici cette machine donc, qui est produite par la société SMTech, et puis qui va générer un air qui va être modifié, ça vous l'avez compris. Donc on va injecter de l'azote pour que la personne puisse respirer
un air qui est appauvri en oxygène ou enrichi en azote pendant 50 à 55 minutes. Ici, vous connaissez aussi, on va avoir une captation, donc une mesure en temps réel de la saturation, donc du taux d'oxygène dans le sang, et par de savants calculs qui restent propriété et secret industriel absolu, d'ailleurs je ne pourrais même pas vous les répéter, je ne me souviens plus du tout, on va réguler ici la machine, on va envoyer une information à la machine pour qu'en fonction de la réponse sur l'hypoxémie, sur la saturation, eh bien la machine va adapter l'altitude. Alors vous êtes en train de vous demander, pourquoi est-ce qu'il faudrait que la machine s'adapte et puis s'adapter à quoi au fond? J'y viens, comme dirait Sarkozy, eh bien je vais vous le dire. Alors voilà comment ça se passe, une séance métapcline type telle qu'on l'a imaginée il y a quelques années en arrière. Pendant 10 minutes, il y a une montée progressive de l'altitude, c'est-à-dire que vous partez, ça ne se voit pas bien, mais en général de 2500 mètres, c'est l'altitude de base, et puis l'opérateur, l'opératrice, va décider d'une altitude dite plateau. Et ici, le plateau, eh bien, il a été fixé à 4500 mètres. Ce n'est pas complètement nous qui le décidons, hein. C'est le logiciel. D'accord, mais enfin, la première séance, il faut bien prendre une décision quand même. Oui. Donc en général, à la première séance, on définit par défaut, il faut bien commencer un peu. Oui, oui. Voilà. Mais après on verra que le logiciel après va y venir, arrive lui après à nous aider à choisir ce plateau. Donc l'idée, c'est qu'on va amener ce plateau à une altitude donnée. Là, en l'occurrence, j'ai pris l'exemple de 4500 mètres, qui est en général l'altitude par défaut. Donc c'est plus 4002, mais on est à 300 mètres d'écart, on est d'accord. C'est ça. Entre Genève et Paris. C'est ça. Alors nous, ce sera plutôt 4005, mais d'accord. Voilà. Et ensuite, il va y avoir une régulation de l'altitude. Donc là, j'ai pris l'exemple où l'altitude va diminuer. Alors vous dites, mais pourquoi diminue-t-elle? Eh bien, avec un seul objectif, vous voyez cette courbe à droite de saturation, c'est de maintenir le niveau de saturation, ici, proche d'une valeur de 70%. C'est tout l'objectif, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle cette boucle biologique, entre guillemets, qui est là pour, au mieux, je dis bien au mieux, parce qu'on ne peut pas faire des séances parfaites, ce serait, quand on travaille, on verra avec, si vous passez l'expression du matériel humain, on ne peut pas gérer les choses comme on pourrait le faire peut-être avec des je sais pas, tu me diras, non, l'animal de laboratoire, il y a plus de variabilité, on est d'accord. Voilà. Mais enfin, le principe, c'est celui-là. C'est réguler l'altitude de façon à ce que cette saturation soit au niveau de 70%. Okay? Là, on vous livre un secret extrêmement bien gardé. Non, c'est pas vrai. Ça ne l'est plus. Non, ça l'est. Et donc, on voit vraiment pas très bien. Je ne pensais pas que ce serait si moche. Bon. On va quand même, si vous arrivez à voir quelque chose. Ouais, grossièrement. Alors, ça c'est, encore une fois, vous voyez la montée que je vous montrais tout à l'heure, avec le plateau qui est d'ailleurs quasiment disparu, d'original. Et puis, ici, vous voyez qu'il y a une régulation de l'altitude pour maintenir, encore une fois, cette courbe. Vraiment, on ne voit pas grand-chose. Tu me permets? Allumez vos portables. Non, bon, là. On ne voit pas beaucoup, mais si. Vous voyez cette courbe ici de saturation. Le but, c'est de l'amener ici dans cette zone cible. Et la zone cible, on l'a fixée entre 68 et 75%. OK? Et donc, le système de régulation est fait de telle manière à ce que, au maximum, quand vous êtes exposé à cette altitude, vous soyez et vous restiez dans cette zone-là. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, les 10 premières minutes, c'est la montée progressive vers l'altitude plateau. Ensuite, il y a ce qu'on appelle ce plateau qui fait que pendant 5 minutes, c'est un petit peu le slogan wait and see. Hein, c'est d'abord, j'attends de voir comment la personne s'adapte. Et ensuite, l'appareil prend une décision, si je puis dire. En tout cas, on lui a appris à prendre une décision pour savoir s'il devait continuer à augmenter l'altitude, la garder stable ou au contraire la descendre. Là, en l'occurrence, dans ce cas-là, eh bien, l'appareil sait qu'il va devoir diminuer l'altitude
s'il ne veut pas que, encore une fois, cette saturation s'effondre et aille trop basse, et aille sur un niveau trop bas. On fera des questions après, mais si pendant vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Oui. Alors, oui. En fait, on a dit que plus le sujet était en forme, plus il arrivait à descendre vite au niveau de la saturation. Vous êtes déjà en train de vous anticiper sur mes slides. Non, je pensais que c'était plutôt l'inverse, qu'on était en forme, on gardait un niveau d'oxygénation. Pas forcément. Parce que l'objectif, il est valable plutôt de regarder un niveau d'oxygène haut, même si on monte en altitude. Non. En tous les cas, En conditions réelles, pas de mon point de vue et pas. Non. Justement, on y arrive. On y arrive à on grand fait pas. pour travailler l'hypoxie, mais justement, je pensais que quand le sujet allait être en forme, il allait pouvoir garder un niveau de. Eh bien, non. On va voir que c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est pour ça que. Mais on y arrive sur les slides suivants. Juste une petite question sur les slides d'avant. C'est quoi pour vous les syndromes du surentraînement? Qu'est-ce que vous entendez par syndrome de surentraînement? Le syndrome de surentraînement, il est détecté en général par le médecin du sport ou éventuellement par l'entraîneur via un questionnaire. Et puis il y a des signes cliniques du syndrome de surentraînement. C'est la fatigue chronique, c'est des troubles du sommeil, enfin c'est une perte de l'appétit. Donc voilà, c'est ça vraiment. C'est-à-dire qu'en dépit, je dirais, d'une diminution de la charge de travail et de la charge d'entraînement, le niveau de forme reste. Et puis surtout, bien sûr, c'est une dégringolade des performances, surtout. C'est avant tout ça. Mais souvent, dans le syndrome de surentraînement, est associé à ce syndrome et à la base de performance, sont associés un impact important sur l'humeur, sur le niveau d'anxiété, sur l'irritabilité. Enfin, c'est assez là. Il y a des questionnaires qui existent comme ça, qui permettent justement. C'est le questionnaire que donne le coach. Exactement, qui a mis au point notamment la Société française de médecine du sport, qui est, je crois, largement utilisée pour essayer de détecter ces signes-là. Merci. Alors bien sûr, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il a choisi 70% à cette zone entre 68 et 75, et puis pourquoi est-ce qu'on ne prend pas à 62, sachant qu'à 62 c'est encore bien mieux, et puis à 80 c'est moins pénible de saturation. C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je vais vous répondre un peu comme un Normand. J'espère qu'il n'y a pas de Normands parmi vous. Ça fait maintenant 17 ans qu'on recueille, à l'issue des séances, sur des mini-questionnaires, les sensations des personnes suite à leur séance et à l'exposition, telle que je viens de vous montrer sur le protocole Metaclean. Mais la plupart du temps, lorsque les athlètes, et pas seulement les sportifs, mais aussi en général même les personnes qui sont peu sportives, ont une saturation qui est supérieure à 75%, eh bien on s'aperçoit qu'il y a peu ou pas d'effet d'assouplissement pendant la séance, déjà. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont peut-être déjà expérimenté ce phénomène où, je ne sais pas si on peut parler de sommeil, c'est difficile à dire, mais parfois on peut presque arriver à être dans un état de sommeil. Qui parmi vous arrive à quasiment dormir pendant la séance? Je D'accord. un sommeil très profond, mais c'est quand même du sommeil. Oui, d'accord. Mais comme la problématique du sommeil, c'est une problématique qui est à part entière et que je ne maîtrise pas très bien, pour ça, il faudrait mettre simplement des électroencéphalogrammes pour pouvoir la faire. Mais enfin, Ça s'assouplir. en tous les cas, il y a un assouplissement. Voilà, c'est ce que je mets ici. Dans tous les cas, au moins cet effet-là. Si cette saturation est au-delà de 75%, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effet significatif sur la qualité du sommeil, par exemple, des personnes. Et ça, c'est intéressant de noter que, quel que soit le profil de la personne, masculin, féminin, sportif, pas sportif, cette valeur-là semble quelque chose d'assez reproductible d'une personne à l'autre. C'est ça qui est intéressant. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, l'altitude, on se posait la question de savoir si c'était cette juste dose. Et encore une fois, nous supposons que cette saturation au-delà de 75% n'a pas l'effet escompté, et notamment sur le sommeil et la qualité de vie en général. Vous remplissez, si vous vous rappelez bien, des questionnaires en général de qualité de vie, et c'est à travers ces questionnaires qu'on est arrivé à tirer quelques statistiques. Et puis vous allez me dire, mais pourquoi pas 63% de satu? Eh bien parce que simplement on s'est aperçu qu'en dessous de 68%,
il y a quasi systématiquement un inconfort ventilatoire. Il y a presque même parfois un sentiment d'oppression qui rend la séance extrêmement inconfortable. Pour certains, moins, mais la plupart du temps inconfortable. Et que finalement, on n'avait pas d'intérêt de descendre aussi bas dans les saturations, puisque vraisemblablement, a priori, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'effet qui nous intéresse, mais qu'il n'y a pas, en tous les cas, d'effet supplémentaire, si ce n'est d'avoir cet inconvénient ventilatoire et respiratoire. Donc, la zone d'efficacité s'est imposée un petit peu à nous comme étant la zone 68-75%. Alors, vous avez vu que pour chaque séance, on peut tirer un bilan de votre séance. Et j'aimerais maintenant vous dire un mot sur ces bilans. Il y a un critère qu'on appelle, que vous voyez apparaître dans les rapports, qui s'appelle la stabilité de SPO2 cible. Alors, c'est un petit peu barbare comme nom, mais qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, là de nouveau, on n'y voit pas grand-chose. La stabilité de SPO2 cible, c'est de voir si cette courbe de saturation, ici, par rapport à la valeur référence qui est 70%, si vous tracez un trait ici, eh bien c'est la répartition des valeurs autour de 70%. Si vous êtes à 80% de saturation, vous êtes loin de la valeur référence, et donc l'indice va être mauvais. Si au contraire, votre courbe est très proche des 70%, vous allez avoir un indice qui va être extrêmement élevé. Donc, vous voyez que pour cette personne, la stabilité SPO2 cible, c'est 7,9, donc c'est une note sur 10 qu'on a attribuée. C'est plutôt une très bonne note, bien sûr, en l'occurrence. Et ici, comme je vous l'expliquais, dans cette zone-là, c'est-à-dire entre 25 minutes et 50 minutes, c'est dans cette période-là qu'on va faire ce calcul. Tout ce qui est avant, bien sûr, ça ne peut pas être pris en considération parce qu'on n'est pas dans un état stable. On est dans un état transitoire où l'altitude monte, donc évidemment on a exclu les 25 premières minutes. Dans le petit logiciel que l'on a conçu, d'ailleurs pourquoi petit, le logiciel Metapri-Analysis que nous avons conçu, on a attribué, vous savez, c'est comme au bac, vous savez, quand on est en filière mathématiques, sciences, les maths, c'est un gros coefficient, là c'est pareil. Cette stabilité des SPO2 cible, c'est le plus gros coefficient, c'est la valeur qui va le plus influencer la note finale. C'est-à-dire qu'en finale, si vous préférez, si cette note est bonne, c'est que votre séance, on va le voir après, le but est atteint. Votre séance est réussie. Deuxième critère de réussite, c'est pour répondre un petit peu à votre question, la baisse de l'altitude ou lâcher prise. Eh bien, ici, vous voyez que l'altitude va décroître progressivement avec une certaine pente. Eh bien, pour rebondir sur la question que vous me posiez tout à l'heure, il semblerait, je mets ça en conditionnel, peut-être d'autres diront le contraire, mais que une altitude qui décroît de façon relativement importante au cours de la séance serait un bon indice de déconnexion cérébrale. En d'autres termes, ce serait une bonne façon, justement, c'est la capacité que va avoir le sportif, le non-sportif, la personne en général, de complètement arrêter, je dirais, l'activité cérébrale, les pensées, etc. Okay. Et que, on va voir après, je finis juste là-dessus, cet indice-là, il va avoir moins de portée sur la note finale. On va lui accorder qu'un indice de 1,5 dans le calcul de la note finale de réussite de la séance. Vous voyez que c'est déjà moins important. Le troisième critère qu'on a imaginé, c'est le confort respiratoire. Donc là, ce confort respiratoire, en fait, à quoi ça tient? Eh bien, tout à l'heure, Joséphine, tu me posais la question, et là, de nouveau, on ne voit pas très bien, mais ici, vous avez deux courbes, qui est la SPO2, donc la saturation brute, cette espèce de valeur qui est très bruitée, comme ça, vous voyez que ça fait des montées, des descentes, et puis, il y a la courbe qu'on voit décidément pas du tout dessous, je suis vraiment navré. Chez moi, ça marchait bien.
Mais c'est celle qu'on vous montre à Simati, il y a une courbe rouge et une courbe jaune. Voilà. Et La là, jaune, c'est la filtrée, et la rouge, c'est celle qui voilà. Et ça, donc il y a une valeur brute et il y a une valeur voilà. filtrée. Simplement, pourquoi est-ce qu'on a une valeur filtrée? Parce que si vous voulez, la mesure de la saturation, ça n'est pas une mesure qui est extrêmement stable, et on est obligé à un moment donné, si on veut pouvoir donner des informations intéressantes à l'appareil, il faut qu'on la filtre, il faut qu'on la travaille. Voilà pourquoi il y a une valeur filtrée, une valeur brute. Eh bien, les personnes qui ont ces profils très bruités, comme ça, vont avoir, c'est souvent le témoin d'un inconfort respiratoire, c'est-à-dire le besoin d'aller chercher profondément sa respiration. Okay. Par contre, on peut avoir des profils comme ça, là on voit mieux, c'est-à-dire que la valeur filtrée et la valeur brute sont quasiment confondues, c'est-à-dire qu'il y a très peu de labilité dans la mesure, et ça c'est quelqu'un qui n'a eu vraisemblablement aucun problème, en tous les cas c'est bien corrélé avec le sentiment que nous donnent les personnes à l'issue de la séance d'avoir eu un très bon confort respiratoire. Okay. Excusez-moi, comment vous faites pour le filtrage dont vous parlez? Alors, c'est par un système mathématique qui s'appelle les séries Fourier. Donc c'est un filtrage, alors je vous avouerai que je ne pourrais pas vous décrire exactement le processus, mais c'est notre informaticien et mathématicien qui s'est occupé. Le but du filtrage, le but du filtrage, c'est de surtout pas trop enlever d'informations, mais aussi si on laisse que trop de bruit dans le signal, c'est très difficile pour l'appareil d'interpréter les choses. Okay. Donc là, évidemment, chez cette personne, le confort respiratoire il est quasiment de 10 sur 10, parce qu'encore une fois, on a les deux courbes qui sont quasiment confondues. Okay. C'est le facteur qui, de mon point de vue, influence le moins la réussite d'une séance. C'est-à-dire que c'est un petit peu, vous savez, c'est comme dans Koh-Lanta, hein, c'est un petit peu l'épreuve de confort. Hein, on gagne une pizza, mais ça ne va pas vous faire gagner le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que même si on a un très mauvais confort respiratoire pendant la séance, qu'on n'a pas un très bon ressenti, c'est souvent le cas dans les premières séances d'exposition, ça ne veut pas dire que la séance a été mauvaise. D'accord ? Ça n'est pas un facteur limitant de la réussite d'une séance d'hypoxie. Oui, puis il y a des gens qui apprécient plus ou moins les séances, le confort qu'il y a pendant les séances, mais c'est pas pour ça que c'est pas efficace, quoi. C'est ça. C'est vraiment aléatoire d'une personne à l'autre, et c'est vrai que nous on dit souvent, c'est pas pendant la séance qui nous importe le plus, bon, c'est mieux si vous êtes bien, mais l'important c'est d'après, quoi. Ouais. La ventilation que vous mettez en place, je sais pas. Oui. En cours de séance, c'est parce qu'on ne respire plus assez à votre rythme. C'est-à-dire qu'en fait, l'appareil a un seuil de sensibilité. Et alors, on ne sait pas trop où il se situe. Je ne sais pas si tu as déjà mesuré ça sur Samuel, mais c'est un seuil de sensibilité qui est assez bas. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, on ait des personnes qui ventilent vraiment de façon extrêmement lente et qu'il n'y ait plus suffisamment de dépression pour amener l'air. Donc à ce moment-là, on a fait un système, ça arrive de temps en temps, sur certaines personnes. Donc il y a un moteur qui permet en fait de pousser légèrement, de faire une pression en fait d'air légèrement positive. Voilà, exactement. Okay. Sinon, on ne désature pas correctement. Alors évidemment, tout ça, ça aboutit à un succès global de la séance. Voilà, et ça vous permet, c'est ce qui vous permet de débriefer un petit peu avec l'opérateur en fin de séance et de savoir est-ce que votre séance a été plutôt porteuse ou ne l'a pas été, et si elle ne l'a pas été, pourquoi. Alors, il y a un dernier élément dont on parlait tout à l'heure, c'est comment adapter l'altitude. Et bien ici, le logiciel permet, mais c'est une indication à l'opérateur de pouvoir régler ce fameux plateau. Vous vous rappelez, après la montée, ici, on doit pouvoir régler ce plateau de façon à ce que la séance soit la plus efficace possible. Et bien là, le logiciel va faire une proposition à l'opérateur en disant si j'étais toi, moi je ne mettrais pas 4008 la prochaine fois, mais je mettrais un plateau à 4700. Voilà. Ça pour nous c'est une aide, mais ce n'est pas quelque chose de figé, c'est juste un conseil, puisque on verra aussi qu'on peut avoir une personne qui nous arrive dans un état de stress total, avec une grande anxiété, et qu'il faille au contraire augmenter le plateau. Parce qu'avec l'expérience, on sait que le 4008 ne suffira pas.
Alors, ma séance est-elle réussie? Donc, premier critère, donc la stabilité autour de 70% de SATU. Dans cet exemple-là, la personne a 9,6 sur 10. Hein, c'est-à-dire que, on voit toujours très très mal. Pourquoi ça sort jaune? Mais bon, on voit que ici c'est la ligne des 70%, bien que la valeur a été, pendant l'exposition, a été très très proche de cette valeur cible des 70%, donc ce qui justifie cette note très élevée. Et là, effectivement, potentiellement, la séance a atteint totalement son objectif. Le second critère, le lâcher prise, là on voit que c'est moins bon. C'est-à-dire que la pente, le lâcher prise, vous l'avez compris, il est lié à la déclivité de la pente, de l'altitude. Là, il y a relativement peu de baisse de l'altitude, donc la note sur le lâcher prise n'est pas énorme, de 4,6. En revanche, ici, vous vous rappelez, c'est ce qu'on a décrit tout à l'heure, la courbe filtrée et la courbe brute, elles sont quasiment confondues. Il y a très peu de bruit sur le signal brut. Donc c'est que la personne a certainement eu une séance extrêmement confortable. En tous les cas, pas de gêne, a priori, sur le plan respiratoire. Donc, la stabilité de la saturation autour de 70% dans ce cas-là est très bonne, on l'a vu, 9,6 sur 10. C'est ce que, de nouveau, on prend, je vous l'accorde, on prend un peu pas de légèreté, mais un petit peu de... comment? Je n'arrive plus à m'exprimer. Je ne trouve pas mes mots, mais c'est pas grave. On est quand même des fois un peu dans l'hypothèse, on est bien d'accord. Hein, mais les effets périphériques sont effectifs. On a une bonne relaxation musculaire. Qu'est-ce qu'on appelle l'effet périphérique? Tout ce qui est périphérique, ça va concerner plutôt les muscles et les organes. Tout ce qui est central va plutôt concerner le système nerveux central, le cortex cérébral, etc. et le système primaire. Donc, tant qu'on a eu une réussite, qu'on a un bon indice sur cet SPO2, c'est que l'effet sur la relaxation musculaire, sur tous les effets potentiels sur le corps, sont effectifs et sont là. Mais aussi sur la vasomotricité. La succession des séances, pour autant que ces séances ne soient pas trop éloignées, peut permettre d'améliorer le deuxième indice, le lâcher-prise. Donc, dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, le lâcher-prise n'était que de 4,6 sur 10. Comme on l'a vu, ce critère, il est extrêmement indépendant, encore une fois, de l'humeur et de l'état de fatigue dans lequel on va se trouver sur une période, mais aussi le jour de l'exposition, le jour de la séance. Cet indice est bon si le sujet a une activité corticale réduite. En français, je vais devoir traduire. On voit souvent, j'ai vu une séance tout à l'heure en arrivant à Simalti, c'était vous, je pense, hein, c'est ça? Oui. Je ne sais plus si c'était vous, madame. Nathalie. Où la saturation était très bien dans la zone, et puis tout d'un coup, elle est remontée. Donc là, on le sait derrière par expérience, c'est que, voilà, On a réveillé. c'est qu'il y a une intervention, soit extérieure, en l'occurrence, moi, je suis rentré bruyamment par le bref. Et donc, vous avez entendu quelque chose se passait, une activité corticale qui se met en place, de fait, vous allez reventiler un petit peu plus, et vous resaturez. Donc voilà comment on peut voir des phases, entre guillemets, de réveil. Si vous passez ça montre l'impact de l'extérieur sur l'organisme, alors que l'altitude est la même et que la saturation d'oxygène devrait être la même. Absolument. Alors que là, ça a modifié, parce qu'il y a un impact extérieur qui rentre sur Et pourtant, vous étiez dans un état parfaitement stable, avant mon intrusion. Okay. Et donc, effectivement, on peut être très bien, et puis tout d'un coup, on est rattrapé par les idées, ça arrive là parfois, tout d'un coup, on a des soucis, puis le petit moulin se met en marche, et là, on s'aperçoit qu'on a une resaturation importante qui s'opère, au cours même de la même séance. Alors qu'avant tout, c'était bien parce qu'il y avait un état de relaxation qui était très bon. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que même si votre indice lâcher prise, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas beaucoup de baisse de l'altitude, votre séance, elle n'est pas à foutre à la poubelle. Loin s'en faut. L'effet, il est acquis. Pour autant qu'évidemment, vous soyez dans la bonne zone en bas. Mais c'est encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, c'est un critère qui me paraît moins important que, encore une fois, d'être dans cette zone cible des 70%. Okay.
Et effectivement, ce que je mets en fin là, de slide, c'est que sur la répétition des séances, eh bien, progressivement, cet effet périphérique va finir par aussi avoir un effet plus central, et au cours des entraînements, si je puis dire, en hypoxie, eh bien, souvent on assiste à une capacité à mieux lâcher prise et avoir une plus grande baisse de l'altitude au cours de la séance. Alors, le confort respiratoire, il est très bon. Comme je vous l'ai dit, c'est un critère qui influe peu finalement sur la qualité de la séance, si ce n'est sur le confort. Et comme je vous l'ai expliqué, ça dépend de la façon, si vous avez lutté derrière la machine, ça peut arriver des fois, ou si au contraire, vous avez été extrêmement cool et relax pendant... voilà. Et là, j'ai même besoin de prendre des grandes inspirations. En général, c'est ça, c'est ce qu'on ressent. Hein, on a l'impression qu'on ne respire plus, puis on se réveille et il faut en prendre une dose. Okay, en fait, on respire très bien. Ne vous inquiétez pas, on n'arrête pas de respirer. Mais il y a un moment où on a besoin d'aller chercher plus profondément ces grandes inspirations. Donc, la succession des séances ne permet pas toujours une amélioration significative du confort respiratoire. On a des profils de personnes qui, quasiment, moi j'ai des gens qui ont fait plus de 50, 60, même vous verrez, j'ai un cas plus de 100 séances, qui continuent à avoir cet inconfort respiratoire. Voilà. Ça, malheureusement, on a peu d'impact là-dessus. Alors, T'en es où là, ta présentation? j'ai fini. On est au 3 quarts d'heure. J'ai fini. Je laisse la place à Samuel. Je voulais juste vous montrer deux cas. Parce que, alors, on en a eu quelques-uns, vous imaginez. C'est Jérôme, qui a 26 ans, qui a utilisé donc l'hypoxie sur une période de 5 semaines. On a pu faire 5 expositions. Donc, alors, c'est un cycliste professionnel. Et, voilà, c'était un cycliste professionnel et on préparait une épreuve de début de saison. On a introduit à l'origine, il n'est pas venu nous voir simplement par hasard, c'est parce que c'est un athlète qui précisément était probablement borderline au niveau du surentraînement et qui avait d'énormes troubles du sommeil. Donc avec multiples réveils nocturnes, donc il était très très embêté de ce point de vue. Et puis comme vous le savez, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui avec les médicaments, donc il a voulu tenter l'expérience. Alors on a tenté l'expérience. Donc on avait une suspicion, en tous les cas, de début de surentraînement pour ce sportif d'élite, en dépit d'une charge d'entraînement qui avait été bien réduite. Je n'étais pas son entraîneur, hein, je tiens à préciser, il était suivi par l'entraîneur de l'équipe. Et puis on lui a mesuré la VO2 max avant le protocole de 85 millilitres. Alors ça vous dit peut-être pas tous, c'est une bonne VO2 max. C'est une consommation d'oxygène qui est déjà un sportif de très très haut niveau. Ouais, Voilà. c'est très bien. Et pourtant, il n'était pas au mieux. Par contre, 460 watts de puissance maximale aérobie. Voilà, ça c'est juste pour présenter le gaillard. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez lui? Il a en moyenne il a eu généralement une très bonne stabilité de la SPO2 à 8,7. Un lâcher-prise qui est demeuré relativement mauvais tout au long de la séance. Donc ça témoignait justement d'un état un peu anxieux, de quelqu'un qui avait du mal, avec des problèmes personnels, etc., mais qui avait du mal à complètement se laisser aller pendant la séance. Je voulais vous montrer ici, voilà, ça c'était, alors c'est très indicatif, parce qu'évidemment quand on mesure sur du matériel humain, vous verrez que les choses sont très labiles. Jérôme, il avait une fréquence cardiaque globalement, avant le protocole, qui était de 52 pulses par minute, ce qui pour un sportif de haut niveau, évidemment extrêmement élevé. Ça c'est plutôt... pour moi, pour un vieil homme, à peine un peu sportif. Donc évidemment, ça c'est déjà une suspicion. Ça peut être un des signes de surentraînement, c'est que la fréquence cardiaque, et encore, c'est pas un signe trop grave. Parce qu'il y a des signes encore plus graves, c'est quand la fréquence cardiaque est bien trop basse. C'est que là, on a encore franchi un cap supplémentaire. Ce qu'on a observé, c'est qu'au cours des séances, sa fréquence cardiaque de repos, elle a diminué pour atteindre un niveau d'environ 40 pulses, qui était plus en relation et en moyenne avec ce que pouvait prétendre un athlète de ce niveau-là. Okay. Alors, je sais que je suis en retard, Joséphine, je fais vite. À l'issue du protocole, on a eu une amélioration très nette du sommeil. Il était sorti selon les critères du questionnaire de surentraînement, il est sorti, il n'avait plus que ce qu'on appelle un critère de surentraînement. Et surtout, on a pu le retester en VO2 max et il avait rétabli sa VO2 max normale qui est normalement de 92 millilitres. Voilà. C'est un cycliste professionnel de top niveau.
Donc, on avait quand même pu, avec l'hypoxie, alors, oui, je sais que le scientifique ne peut pas l'affirmer, mais en tous les cas, l'hypoxie a probablement été un élément qui a permis de rétablir ces valeurs plus normales qui, pour lui, traditionnellement étaient mesurées dans autour de 92 millilitres. La fréquence cardiaque au repos et la VO2 max sont revenus à son état normal du fait de la réduction de la fatigue ou du fait d'une modification de l'hématocrite Alors, l'hématocrite, c'est-à-dire il était très surveillé par le médecin de l'équipe, il n'y a pas eu un copec de modification de son hématocrite. Parce que ça, son équipe était extrêmement inquiète de savoir s'il n'y avait pas à avoir une modification de son passeport biologique. Et donc, il n'y avait aucune modification. En tous les cas, sur 11 expositions d'1 heure à 5000 mètres, il n'y avait eu strictement aucun changement. Je ne sais pas toi, Samuel, ce que tu as pu observer chez les gens en général. Oui, non, c'est peu de doses d'hypoxie Pour l'augmentation des bateaux. Nous, c'est pareil, hein, sur toute la clientèle, on n'a pas de modification de l'hématocrite. Hein, c'est vraiment sur ça qu'on communique. L'idée, elle n'est pas là. On suppose que c'est plus sur la vasomotricité, c'est-à-dire sur la capacité simplement au système artériel et veineux, on suppose, de mieux se dilater, mais encore une fois, on n'a pas les réponses et on attend que, encore une fois, on espère ces réponses fermées définitives. Ça agit plus comme un accélérateur de récupération que tout à fait. comme un entraînement d'altitude finalement. Alors, très clairement, c'est le but affiché. C'est que ça agit, en l'occurrence là, on l'utilisait. Alors au départ, on l'utilisait comme un facilitateur de sommeil. Donc déjà, il dormait mieux. Il sentait, d'ailleurs, son sommeil était beaucoup plus récupérateur. Il a récupéré de la force, enfin, les sentiments en général étaient meilleurs. Donc le but affiché était effectivement, avant tout, la récupération, bien sûr. On n'a jamais cherché à travers le système à modifier l'hématocrite. Pour ça, il faudrait des expositions beaucoup plus prolongées. Voilà, plusieurs semaines probablement. Mais je pense qu'on va nous en parler tout à l'heure. Et il a remporté le classement général de l'épreuve. Oui, ça c'est ma petite histoire, mais bon, voilà. Mais malheureusement, vous savez qu'on n'a pas le droit de diffuser. Je n'ai pas le droit de donner son nom, mais il a gagné une toile de message. Voilà. Si vous allez voir sur internet, comme ça vous saurez qui c'est. Si vraiment ça vous démange. Bon, tu pourrais dire son nom. Hein? Il y en a, on peut dire leur nom. Hein. Non, mais on a un contrat de confidentialité. Je ne sais pas pourquoi, mais les sportifs ont beaucoup de scrupules à déclarer qu'ils font de l'hypoxie. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Par contre, ils ont plus de facilité à dire qu'ils vont se faire congeler à moins 180 degrés. J'ignore pourquoi, mais c'est ainsi. Très rapidement, je voulais juste vous montrer, c'est un cas. Alors moi, c'est un peu un de nos pionniers chez nous. C'est pas moi, Frédéric, de 72 ans, qui fait depuis 3 ans. On est à peu près aujourd'hui à 140 expositions en 3 ans. Ouais, presque 3 ans. C'est une personne qui est très peu sportif. C'est quelqu'un qui marche un peu et puis qui fait une fois par semaine chez nous un petit peu de poids et haltères. Mais c'est pas Jérôme. C'est un monsieur qui a eu un infarctus avec triple pontage coronarien en 2012, qui souffrait d'une hypertension artérielle, traitée évidemment à partir du moment où on a repéré son hypertension. Je voulais juste vous montrer, donc, quand on a commencé en 2013, le poids c'est anecdotique, mais surtout sa VO2 max, c'est 18 millilitres. Alors vous comprenez que ce n'est pas tout à fait le niveau de Jérôme. Ok. On a refait l'ergospirométrie 23 millilitres et on l'a refaite récemment parce que je voulais qu'on voit ça et on est aujourd'hui à 28,9 millilitres par kilo par minute de VO2 max. Voilà. Donc c'est simplement. Alors, je sais ce que vous pensez, c'est qu'entre-temps il a dû faire un régime, etc. Je ne crois pas. En tous les cas, c'est pas du tout ce qu'on a discuté. Je ne pense pas qu'il ait fait de régime en particulier. Et puis surtout, il n'a pas augmenté sa quantité d'entraînement par rapport à d'habitude. Mais on a vraisemblablement une amélioration très importante de sa consommation maximale d'oxygène à l'effort maximal. Donc il y a une meilleure tolérance à l'exercice. Ça, je crois que je vais passer. Ça, c'est sur, je dirais, toute sa progression. Voilà. Simplement, ce que je vais vous montrer, ça c'est un des rapports comme peut vous le donner Joséphine. Vous voyez que c'est très chaotique. Il y a beaucoup de trucs partout, on ne peut pas en dire grand-chose. Ce qu'on peut principalement dire ici, c'est qu'on a repéré des périodes de stress importantes chez lui. Ça, c'était une période
d'arrêt professionnel, voilà, qui n'a pas été facile pour lui. Et puis ça, c'est une période très récemment de perte de sa maman, où là, de nouveau, on voit qu'il a chez moi bien prise. Donc on voit bien, encore une fois, cette relation entre l'état mental et puis la façon, je dirais, de répondre de l'organisme. Je suis désolé que ce ne soit pas très très clair. Et très rapidement, lui aussi, quand on a démarré, il avait plutôt une fréquence cardiaque aux alentours de 80 pulsations minutes au repos, et actuellement, il est davantage quelque chose autour de 65 pulsations au repos. Alors on peut imaginer peut-être, mais c'est une hypothèse, Samuel ne m'en veut pas, qu'il y ait une activité du système nerveux parasympathique qui soit un petit peu meilleure et que le cœur donc soit moins soumis, je dirais, aux afférences liées au stress, notamment ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. C'est là où on voit que sur une séance, c'est difficile de voir les bénéfices. Alors, c'est sûr que là, je vous ai affiché 125 séances depuis 2 ans et demi, donc ça donne un aperçu évidemment un peu plus global. Donc, pour la santé, perte de masse grasse, plus d'hypertension artérielle. Je veux juste dire que, attention, on n'est pas des apprentis sorciers. Ce patient-là, il est extrêmement suivi par un cardiologue qui est à des amis. Amélioration du sommeil, baisse de l'anxiété perçue, baisse du sentiment de fatigue. Et donc, surtout, encore une fois, comme je le disais, là, sa condition physique a été améliorée à travers sa meilleure consommation d'oxygène maximale. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolé, j'ai un peu galopé parce que Joséphine me dit qu'il faut finir. Oui, parce que je vous remercie. Je vais laisser la parole à Samuel Vergès. Moi, je voulais juste rebondir sur un point qu'il a expliqué, mais peut-être c'est par rapport à la saturation en oxygène, sur le fait que c'est... Alors, il a expliqué que quand on baisse pas beaucoup, c'est pas qu'on n'est pas forcément en bonne forme, mais quand on baisse trop, c'est également une forme de mauvaise forme physique. Quand on baisse trop en saturation, c'est qu'il y a une fatigue souvent constatée. Et en discutant avec les personnes qui descendent beaucoup en saturation, c'est souvent le cas. Et ça, c'est un des repères, notamment avec lequel on a quand même pas mal discuté ensemble, sur le fait que ça peut montrer un certain surentraînement. Le fait que la saturation en oxygène descende beaucoup trop, c'est une immunité, on pourrait dire presque, qui est limite. Quoi. Ça, descend trop vite. En fait. Trop vite. La saturation qui descend. Trop vite et trop bas. Voilà. Il y a une forme de surentraînement qu'on appelle le surentraînement, qui est la forme la plus grave, qui est la forme dite parasympathique. Tant qu'on est dans un surentraînement où on est sous l'influence du système du stress, c'est bien réversible. La forme de surentraînement dite parasympathique, c'est une forme grave, associée souvent justement à une espèce, c'est ce qu'on appelle un petit peu la dépression du sportif. Là, vraiment, c'est que le sportif a dépassé très largement la ligne jaune. Voilà, et à ce moment-là, on a effectivement des séances qui ne se passent pas très bien parce qu'il y a une désaturation extrêmement importante. Et ça, c'est un signe. Alors, n'allez pas nous faire dire qu'on utilise ça, des séances pour faire un diagnostic de votre état. Non. On donne une indication. Mais c'est une indication qui, à un moment donné, lui dit attention. Là, la ligne jaune, elle est dépassée, et ça vaut la peine justement de discuter un petit peu avec le sportif. L'idéal, c'est de descendre vite et de stabiliser. Voilà, c'est ça. Exactement. Descendre et en général, en discutant avec la personne qu'on a en face, au départ, même si on la questionne avant de montrer le graphe, on arrive à ces constats-là de la personne. Sauf quand il y a un déni du problème, comme on a pu l'avoir à un moment donné, mais en creusant, on a pu détecter ça et la personne a pu être suivie. Donc ça, c'est aussi des choses que nous, on conseille après d'aller voir ou de se questionner. Après, c'est pas nous qui faisons le diagnostic. Le problème, c'est que souvent, malheureusement, à un phénomène de surentraînement, le sportif répond par l'augmentation de sa dose d'entraînement. C'est malheureusement une attitude assez courante. C'est le troisième critère, le confort respiratoire, c'est quelque chose qui est plus ou moins inné à une personne, ou ça dépend aussi de l'état de fatigue psychique Pas tellement. Pas tellement. Ça semble être vraiment un comportement. Nous, on travaille avec des insuffisants respiratoires au centre d'hypoxie, on en parlera. Je vous ai dit au début que les insuffisants respiratoires, il ne fallait surtout pas les prendre, mais aujourd'hui, on en revient. Et vous verrez que ce qui est très étonnant, souvent, c'est par exemple l'insuffisant respiratoire qui a déjà donc une saturation basse, même sans hypoxie, c'est bien le problème qui m'est posé. Mais quand on la met sous hypoxie, elle ne désature pas plus que l'autre. Elle revient complètement normale. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. On pourrait imaginer que quelqu'un qui a déjà une hypoxie malheureusement pathologique liée à sa maladie va s'effondrer. Pas du tout. Au
contraire, il y a même plutôt une bonne stabilité et il n'y a pas de ce confort respiratoire, reste même pour ces patients-là tout à fait confortable et agréable. Alors, je pense qu'il y a à préciser quand même qu'on travaille avec ces patients sous strict contrôle médical et en présence du pneumologue dans les locaux. Ouais, je voulais juste quand même préciser. Nous, on fait pas ça à Paris. Hein. Donc le confort respiratoire entre plusieurs séances d'une même personne ne va pas être très variable finalement. Ça va être assez constant. Ça va être assez constant. En Oui. général, De temps en temps, il peut y avoir des pics parce que c'est souvent quand la personne s'endort et qu'elle se réveille à moitié et qu'elle a l'impression de ne plus respirer alors qu'elle respire bien et qu'à un moment donné, il va y avoir 3-4 respirations comme ça qui vont faire monter la saturation et qu'elle redescend après. Donc ça, on l'explique assez facilement et la personne nous dit après la séance ah oui, bah, à un moment donné, je me suis demandé si je respirais. Donc ça arrive de temps en temps, mais c'est pas régulier dans la séance. Est-ce qu'on peut comparer ça également, par exemple, quand on dort, on regarde quelqu'un dormir, parfois il y a des respirations beaucoup plus profondes. Exactement. C'est pareil. D'ailleurs, en général, les gens qui ont ce phénomène, en général, quand on a des besoins d'aller chercher profondément, c'est qu'on est rarement d'un calme à la pierre. Il faut bien le reconnaître. C'est qu'en général, c'est des gens quand même qui souffrent un peu d'anxiété, qui de temps en temps, dans leur cas d'appel soir, s'aperçoivent qu'ils respirent de façon extrêmement très ténue. Et ont ce besoin. D'ailleurs, je rappelle que la respiration, outre les phénomènes, les respirations hypoxiques, va permettre notamment dans ce qu'on appelle le cycle respiratoire, l'inspiration va stimuler le système nerveux sympathique, okay, et l'expiration va stimuler le parasympathique. Et quand on fait des techniques respiratoires type yoga, relaxation, etc., eh bien, on va restimuler ces afférences au niveau du cœur et on va accélérer le cœur, le ralentir. D'ailleurs, un cœur qui est variable, c'est un cœur qui est plutôt en bonne santé. On n'aime pas trop les cœurs qui battent comme des horloges suisses. Ça, en général, c'est pas bon signe du tout. Ouais. Du tout. On en a un justement aussi où on a envoyé à Frédéric, on lui a demandé parce qu'on trouvait vraiment que le cœur, il faisait vraiment des choses comme ça. Et il nous a conseillé quand même qu'il aille voir son pneumo et son pneumo il a dit tout va bien. Donc nous, tout va bien. Mais c'est vrai que c'était assez. Parce que la majorité d'entre vous et des autres clients, c'est variable. Ouais, donc du coup, on essaie aussi de faire attention à ces petites choses-là pour orienter les gens. Moi, c'est bien. Voilà. Boulot. Allez, ça,